Alors que faire? Eh bien, écoutez, on va le redire, comme je le dis à toutes mes conférences depuis 4 ans et demi, il faut sortir de l'Union européenne. Je ne le dis pas depuis 4 ans et demi, puisque l'article 50 date seulement de la ratification du traité de Lisbonne. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations de ce Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, 2 ans après la notification, de telle sorte que si, d'aventure, on avait affaire à des difficultés avec nos partenaires, de toute façon, au bout de 2 ans, on sort de plein droit. La notification officielle entraîne l'ouverture d'un accord de retrait. Si on sort de l'Union européenne, la meilleure image que je peux prendre, c'est de comparer ça à un divorce. Vous avez tous probablement, hélas, vu autour de vous, ou peut-être ça vous a même frappé vous-même, ce que c'est qu'un divorce. Un divorce, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas vrai. Il y a des affaires à régler. Ça veut dire que vous avez une procédure judiciaire, que vous avez quelqu'un qui va examiner le dossier minutieusement, et puis au bout de quelques mois, qui va trancher, qui va régler le problème. L'appartement, il appartient à qui? Les biens acquis pendant le mariage, ils appartiennent à qui? Les enfants sont gardés par qui? La pension alimentaire, elle est versée quand? Elle est de quel montant? Etc. etc. Et bien, c'est exactement la même chose avec l'accord de retrait de l'Union européenne. Avec l'accord de retrait, il va falloir trancher, régler les problèmes existants. Parce qu'on n'a pas passé 57 ans depuis le traité de Rome à partager le lit, si j'ose dire, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Italie, etc. On ne va pas que les quitter comme ça. Il y a quand même des choses qui existent entre nous. Qu'est-ce qui existe entre nous? Eh bien, il y a d'abord les traités. La France est actuellement liée à l'Union européenne par 521 traités, dont les 2 principaux que vous connaissez, le TU, porte bien son nom, traité de l'Union européenne, le TU, et le TEFU, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui porte bien son nom aussi d'ailleurs. Eh bien, à part ces 2 traités, il y a par ailleurs, je suis allé faire des recherches archéologiques au ministère des Affaires étrangères, nous avons 521 traités où la France est partie, PARTIE, elle fait État partie, est un État membre de traités qui concernent la communauté économique européenne devenue Union européenne. Ça, c'est un principe du droit international public. C'est ce qu'on appelle le principe de la succession des États. C'est-à-dire que l'Union européenne est subrogée, comme on dit en droit, dans les droits de la communauté économique européenne préexistante qui s'est fondue dans l'Union européenne. Alors, par exemple, vous avez un traité, un accord entre la communauté économique européenne et l'Australie sur le commerce des viandes de moutons, d'agneaux et de chèvres. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous avez un accord sur l'entrée, je sais pas quoi, l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. La création d'un institut universitaire européen, ça date de 72, d'autres de 96, etc. Donc vous avez ces traités, il y en a 521. Eh bien, il va falloir les examiner. Bon, il y en a comme ça sur toute une série de sujets. Il va falloir que les diplomates regardent ça. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça ne sera pas si compliqué que ça. La question de ces traités sera assez facile à résoudre, car soit la France n'en sera plus État partie du fait de la sortie de la France de l'Union européenne, donc on dit à la limite, tous ces 521 traités, point bas, on n'en fait plus partie, terminé, puis on règle l'affaire en une demi-journée. Éventuellement d'ailleurs, on pourra envisager ou non de leur substituer un nouveau traité bilatéral avec la France. Par exemple, on peut très bien envisager d'avoir un traité bilatéral avec l'Australie sur le commerce de la viande de mouton. Pourquoi pas, si on sort de l'accord entre la CE et l'Australie sur la viande de mouton. Soit la France négociera avec les autres États parties de l'Union européenne d'en rester partie si cette présence est souhaitée par notre pays, acceptée par les autres. Après tout, on peut sortir de l'Union européenne et envisager de rester dans le traité concernant l'accord entre les pays de l'Union européenne et l'Australie sur la viande de mouton. Peut-être que ça sera plus simple en définitive. En tout cas, il faut en parler. Il faut en parler avec nos partenaires, savoir qu'est-ce qu'on fait. En parler en bonne intelligence.
savez, tous les divorces ne se passent pas mal. Il y a aussi des divorces qui se passent bien, où entre adultes, le père et la mère se disent « Bon, ben voilà, on va arrêter un petit peu de se chamailler, ça sera beaucoup plus simple entre nous. » Et puis les gens règlent ça en adulte et en bonne intelligence. La France devra par ailleurs convenir avec ses partenaires de toute une série de détails techniques pour mener à bien ce divorce à l'amiable. Par exemple, l'accord de retrait devra trancher à partir de quelle date la France cesse de verser de l'argent à l'Union européenne. On pourrait dire, si on était méchant, on arrête tout de suite. Et là, on est sûr de se mettre à dos les autres. Si on est un petit peu plus intelligent et diplomate et si on veut faciliter les négociations, on peut dire, bon, attendez, on ne va pas être chien, on va continuer, on va diminuer progressivement, mais d'un autre côté, vous nous facilitez la tâche sur d'autres sujets. C'est ce qu'on appelle une négociation internationale. Ça peut se passer en très bonne intelligence. De la même façon, il faudra trancher à partir de quelle date la France cesse de recevoir des fonds de l'Union européenne. Alors vous voyez, donc tout ça, c'est des négociations techniques, comptables, un petit peu calées. De la même façon, solder les comptes entre la France et l'Union européenne, comme vous l'imaginez probablement, si vous êtes un peu comptable, si vous avez une notion de comptabilité, des relations de cette nature, vous avez certainement des centaines et même des milliers de comptes qu'il va falloir solder les uns après les autres et de régler la question. Voilà. Il faudra également définir à partir de quelle date les représentants français au Parlement européen cessent leur mandat, nos députés européens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, par exemple, commence sa 31e année de député européen. Il l'a déjà été pendant 30 ans, de 1984 à 2014, et il recommence. Donc M. Le Pen, qui d'ailleurs au passage a dû se mettre au bas mot 5 millions d'euros nets d'impôts dans la poche au titre de rémunération de députés européens, je ne parle même pas des frais de secrétariat qui sont beaucoup plus dodus, M. Le Pen, il va falloir un jour lui dire « ça y est, c'est comme finita la commedia, terminé ». Et puis la fille aussi, elle a déjà touché 1 600 000 euros, ça lui a permis de payer sa nouvelle maison, là. Puis M. Mélenchon aussi, puis les gens du parti de gauche, tout ça, c'est fini. Allez, voilà, on rentre à la maison, vous ne touchez plus l'argent de député européen. Mais à partir de quand? De la même façon, ce que devient le Parlement européen de Strasbourg. Nous établirons également à partir de quelle date les fonctionnaires français employés dans les institutions européennes, les fonctionnaires qui sont à la Commission, les fonctionnaires qui sont à la Banque centrale européenne, les fonctionnaires qui sont à la Cour de justice de l'Union européenne, etc., cessent d'exercer leurs fonctions. Et puis comment ils s'en vont. Si c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ou 12 ans, est-ce qu'il a droit à une prime de départ? Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de ces négociations qu'il va falloir mener, etc., etc. Les enseignements de tout ce que je viens de vous montrer sont importants, je crois. Le premier enseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Si on met les diplomates au travail, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, et si on les met au travail, eh bien, il faudra en gros 6 mois ou 1 an pour régler ces questions. Peut-être qu'il y aura des points d'achoppement qui dureront un petit peu plus longtemps. Mais le fait que le traité prévoit 2 ans maximum est quelque chose d'assez bien vu. Probablement en 1 an, on aura à peu près tout réglé. Ça peut même aller beaucoup plus vite si on est plus expéditif sur certaines questions. Le deuxième enseignement, c'est que tous les points que je viens d'évoquer sont indispensables à régler. Vous en êtes conscient. On ne peut pas sortir de l'Union européenne comme ça. Les parlementaires français qui sont à la Commission, à la Cour de justice, au Parlement, les députés, tous les traités qui sont en cours, et on en fait quoi? Donc c'est extrêmement concret ce que je vous dis. Alors, dans la mesure où c'est indispensable à régler, ça prouve 3 choses. La première chose, c'est que l'article 50 du traité de l'Union européenne n'a pas du tout pour objet d'empêcher un État de sortir de l'UE. Il y a des gens qui le croient, qui me disent « Oh, mais Asselineau, il est d'une naïveté invraisemblable. Cet article est fait pour empêcher les pays de sortir. » Mais non, pas du tout. Il est fait, au contraire, pour que la sortie se passe le mieux possible, que ça se passe de façon ordonnée, avec bon sens, en concertation légitime avec les autres États. Je le disais d'ailleurs hier, je l'ai dit à la radio tout à l'heure, il faut être conscient de quelque chose qui est extrêmement évident. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera frontalière de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, du Luxembourg et à travers la Manche du Royaume-Uni.
Notre objectif à nous est de rester en bons termes avec des voisins dont nous partageons l'histoire commune depuis 2500 ans. Donc notre intérêt collectif, à nous, aux Français, mais aussi aux Allemands, aux Italiens, etc., c'est que ce divorce se passe le mieux possible, à l'amiable. D'où la nécessité absolue de traiter entre gens adultes, entre responsables adultes, cet accord de sortie. C'est donc tout simplement du bon sens. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. De plus en plus de Français redeviennent anti-allemands. Je ne parle même pas des Grecs, des Italiens, des Espagnols. Et ça, c'est mauvais. Donc nous voulons, pour calmer le jeu, redevenir, comme dit le proverbe, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Donc chacun rentre chez soi et en bon terme avec les autres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les partis politiques français qui osent dire que l'UPR ferait du juridisme, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des internautes, des partisans de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan qui brocardent notre volonté de sortir de l'Union européenne par article 50 en disant qu'on ferait du juridisme. Mais ils se moquent des électeurs. Parce que article 50 ou par article 50, il faudra bien régler ces questions. Le plus fort étant, je l'ai déjà dit, qu'eux ne proposent même pas de sortir de l'Union européenne. Mais le troisième point, c'est que justement, les partis politiques qui dénigrent l'article 50, le Front National et DLF par exemple, n'ont tout bonnement pas étudié la question. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait de conférence comparable à la mienne. Ils n'ont pas étudié la question tout simplement parce qu'ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. C'est tout simplement ça. Donc ils n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait lorsqu'on sortira de l'Union. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir réfléchi et à le présenter publiquement. Ce qui confirme encore une fois à quel point nous sommes un mouvement honnête, compétent et fiable, puisque nous prenons à bras-le-corps les problèmes et puis on explique aux Français ce qu'il faudra faire. Les autres, ils ne font rien. Ce sont des fainéants qui se lancent des slogans et qui n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait s'ils arrivaient au pouvoir.